Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, fidèles téléspectateurs de la télévision Al Bayan. Bienvenue dans votre toute nouvelle émission féminine qui s'appelle Muslima. Muslima, c'est 52 minutes d'échange. Ici, on va dire tout haut ce que vous, là-bas, vous pensez tout bas. 52 minutes avec des rubriques et avec un invité qui sera là pour nous entretenir sur un thème. C'est une émission de discussion à bâton rompu, où on va essayer, en tout cas, d'aborder des sujets qui touchent à la femme, mais pas seulement, en tout cas beaucoup de belles choses en perspective pour vous aujourd'hui. Et pour la première de cette nouvelle émission, nous sommes en compagnie de coach Mada Sangaré. Salam alaikum coach. Wa alaikum salam wa barakatuh. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. En tout cas. Merci. Oui, le plaisir est Notre invitation, je vais alors vous décliner le CV de coach Mada Sangaré. Alors elle est chef et manager d'entreprise, coach de vie, coach matrimonial, présidente de la génération innovante pour le leadership du genre et de l'entrepreneuriat. Rien que ça. Merci beaucoup encore une fois. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Je ne suis pas seule pour vous entretenir. Je suis avec deux consoeurs. Je vais commencer par celle qui est à ma gauche. Il s'agit de Jenny Sivi. Salam alaikum Jenny. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Ça va super bien. Alors aujourd'hui, ce sera avec toi une astuce pour ces dames. Effectivement. On ne va pas en dire plus, on va garder le suspense pour la fin. À côté de Jenny, il y a Manjou Touré. Salam alaikum Manjou. Wa alaikum salam wa barakatuh. Je n'ai pas dit le petit nom là. Hein. Le petit nom. Non. Je ne l'ai pas dit. Tu peux le dire, j'assume complètement. D'accord. Comment ça va Manjou? Alhamdulillah, je vais très Avec bien. toi, ce sera la rubrique littéraire. Littérature, oui. Un livre qui va édifier ces dames qui nous suivent. Je l'espère. Inch'Allah. En tout cas, on espère que vous allez prendre du plaisir à suivre cette nouvelle émission. Donc, c'est Muslima. Ce sera une fois par semaine, tous les dimanches sur la télévision Al Bayan. Alors, vous êtes mariée depuis quelques années et vous sentez l'ennui et la routine s'installer. Vous avez des enfants et vos conversations avec votre conjoint tournent autour de ce que papy a mangé ou quelle moyenne mamie a eu. Vous avez épousé Idriss Elba et vous vous retrouvez avec tonton Grotto. Mais comment faire avec ce gros ventre? Bref, maintenir la flamme dans le couple, à quoi cela répond-il? Le physique, l'amour, le désir? Bref, nous en parlons dans ce premier numéro de Muslima. Le thème, vous l'avez deviné, comment maintenir la flamme. Et coach Mada Sangaré, je vous l'ai dit, elle est coach matrimoniale, sera ici pour répondre aux questions. On va tous se dire aujourd'hui, les filles, n'est-ce pas? On se dit tout, hein? Sans tabou, sans langue de bois. Absolument. Coach Mada Sangaré, je vais commencer par une question peut-être un peu bête, un peu simple. Quand on parle de flamme, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut comprendre que la flamme, c'est tout un ensemble. En fait, c'est tout ce qu'on peut mettre autour du cerveau pour l'oxygéner afin de désirer la personne qui est en face. Ah, de désirer. Donc, je l'avais dit tout à l'heure dans l'introduction, est-ce que c'est le désir, est-ce que c'est le physique, est-ce que c'est l'amour? On parle du désir. Du désir, ouais. Quand il s'agit de la flamme. Bien sûr. Le désir, les filles, ça vous inspire quoi? La passion. La passion, ouh là là. Manjou. Non, c'est l'équilibre. L'équilibre. Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord, coach? Super, oui, super bien. Donc, c'est un bien ensemble, répondu. en fait. Ah oui, c'est un ensemble, en fait. Il faut reconnaître que on ne peut se mettre bien qu'avec quelque chose qu'on désire. Et pour désirer quelque chose, il faut que le cerveau soit oxygéné. Oui. Il faut que le cerveau l'accepte. Il faut que le cerveau se rende compte que ce que je désire est bien pour moi. Parce que c'est quelque chose que le corps humain réclame comme quelque chose de bien. Parce que quand on appelle désir, c'est tout ce qui est bien que le corps humain réclame. Donc, on veut se mettre bien. Absolument. Ah ben comme voilà, on le dit. avec la personne qui est en face de nous. Donc, on veut se mettre bien. Je suppose qu'on a réfléchi à tout ça quand on a choisi notre conjoint. C'est la femme qui nous fait rêver, c'est l'homme qui nous fait rêver. On décide de sauter le pas, d'aller devant les imams, d'aller devant les hommes, devant la famille et les amis et de se dire oui. Ouais. On se dit oui parce qu'il y a eu quelque chose qui nous a attirés chez cette personne-là. Et après quelques années, on constate que cette flamme-là, cette passion, cet équilibre-là, peut-être tend à disparaître. Ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer cela déjà? En fait, il ne faudrait pas que les gens regardent le physique ou le comportement pour penser que quelque chose a diminué dans le couple. Le couple, c'est d'abord notre mental. Voilà, quand le mental est ressaisi, quand le mental est bien planifié, même quand ta mince femme devient une apouture, comme on le dit, c'est ce qui est à la mode actuellement. Pas. Vous comprenez? Parce que tu peux avoir une femme bien fine et que tu ne désires pas.
Par contre, avoir une femme bien arrondie que tu désires à chaque instant, c'est une question de mental. Qu'est-ce que le mental rejette? Vous comprenez? Voilà. Dès qu'on a un comportement qui attire, tout peut se passer Peu bien. importe le physique qu'on a. Peu importe Moi, le je physique, sais la que ça manière d'être. m'approche. Voilà. Oui. Normalement, quand on se marie, on suppose que le désir est à son apogée. Et à quel moment doit-on se rendre compte qu'il faut commencer à travailler sur le désir et autres? En fait, le début du mariage, on parle d'amour. Le désir, il est d'abord d'ordre physique. Il y a l'attirance. Il est d'abord, voilà, c'est l'attirance, il est d'abord d'ordre physique. Comment se retrouver bien, soit on se trouve bien intimement avec la personne, ou soit, comme on a dit, la personne nourrit la bouche ou le bas-ventre. Maintenant, à la longue, le désir commence à aller au-delà. Ça commence à être d'ordre spirituel. Ça commence à être d'ordre comportemental. Vous comprenez? Ou carrément, ça commence à s'installer entre vous parce que vous êtes une sécurité l'un pour l'autre, ou vous êtes une sécurité l'un pour l'autre, ou vous êtes une solution l'un pour l'autre. Voilà. Et ça commence à être un jeu d'intérêt. Mais c'est de diriger le jeu d'intérêt dans la positivité. Diriger le jeu de terrain. Donc on devient des entraîneurs, je ne sais pas moi. Absolument, absolument. Il faut que les gens comprennent ça. Au début, quand on se retrouve avec un homme ou une femme, on se désire, on appelle ça de l'amour, physiquement. Mais à la longue, ça devient un jeu d'intérêt, mais que ce soit un jeu d'intérêt positif. C'est ce qui va maintenir le couple. Sinon, quand le jeu d'intérêt devient négatif, sinon qu'on le veuille ou pas, ça devient un jeu d'intérêt pur et simple. Qu'est-ce que l'autre m'apporte, qu'est-ce que je lui apporte, ensemble, qu'est-ce qu'on est. C'est vrai qu'au fur et à mesure du mariage, on apprend à connaître son conjoint et à aussi s'adapter au comportement, à accepter ou pas ses défauts. On dit souvent que quand on épouse quelqu'un, il faut savoir si on peut supporter les défauts que cette personne-là a. C'est ça. Et moi, je pense aussi que très souvent, il y a la déception qui joue un grand rôle dans le fait de perdre du désir pour son partenaire. Parce que très souvent, on a des attentes quand on se marie qui sont assez comblées dans les débuts. Et après, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Il y a la personne qui change de comportement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un jeu d'intérêt. Et on commence à ne plus percevoir de l'intérêt de la part de l'autre. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça agit aussi sur la flamme dans le couple. Absolument, parce qu'au début de la relation, c'est très simple. Hein? Au début de la relation, vous allez vous rendre compte qu'on vit de promesses. La promesse qui a été échangée l'un et l'autre. C'est ça. Et après, on se rendra compte soit qu'on a trop promis, ou soit on a moins promis. Mais c'est mieux quand on a moins promis, parce que plus la découverte se fait bien en matière de couple, on se maintient. Mais quand la promesse est trop faite et que l'attente est moindre, ça crée problème. Mais j'ai toujours dit aux femmes, évitez de penser que la confiance se mérite. La confiance ne se mérite pas. La confiance s'acquiert. On donne sa confiance à quelqu'un sans que la personne ne prouve cela. Et selon le comportement de la personne, la confiance augmente. Mais la confiance est comme ce bol. Vous voyez que c'est en porcelaine. Si ça tombe trop, ça va s'éparpiller, on ne peut plus le remettre ensemble. Mais on a la possibilité de trouver encore des bols encore plus jolis que ça. En fait, c'est ça la confiance. Tant que vous allez penser que dans le couple, puisqu'il m'a promis, il n'a pas tenu, j'ai perdu sa confiance, ça ne marchera pas. Mais à chaque instant, vous allez vous rendre compte que c'est une confiance qui n'a pas été tenue par rapport à une situation bien donnée. C'est pourquoi il faut travailler avec le mindset dans le foyer. J'ai toujours dit que la vie de couple est une entreprise. Et l'entreprise, on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça se termine. C'est le management qui nous amène à accepter. L'entreprise, c'est d'abord l'échec. On tombe au moins 9 fois et à la 10e fois, on se tient. C'est ça la vie de couple. Mais la vie de couple, dès que vous voulez d'abord la réussite avant l'échec, ça ne marchera pas. Quand vous rentrez là-dedans, considérez que vous venez de créer votre propre entreprise. Il faut s'attendre à un échec, il faut s'attendre à justement à avoir des soucis. Absolument. Vous avez parlé d'être sur un terrain de jeu, vous avez parlé de faire du management. Voilà. Et on constate souvent quand comme on dit, on veut d'une personne, on donne son meilleur profil, son meilleur côté. Pas forcément des promesses, mais peut-être dans le comportement, dans l'attitude. Et une fois que vous vivez avec cette personne-là, vous découvrez qu'en fait, c'est une personne qui n'est pas ce qu'elle voulait être. Peut-être que la personne l'a fait de bonne foi pour vous avoir. À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on va se dire qu'on a été peut-être un peu trompé sur la marchandise. C'est ça. Non, pas du tout, parce que je me dis, s'il y a un vendeur, il y a un acheteur. On ne peut pas mettre l'enfant qu'on veut au monde, mais on peut acheter ce qu'on veut.
La vie de couple, c'est comme un enfant. On ne peut pas se permettre de dire que je peux maîtriser une vie de couple. Il n'y a personne qui peut maîtriser une vie à deux. Non. Parce qu'il peut arriver que les circonstances changent le tempérament, le comportement. Il peut y avoir des chocs éducatifs, des chocs spirituels et même des chocs en matière intime. Ça peut arriver dans la vie de couple. Mais bien évidemment, quand moi je viens pour séduire mon Dieu, dis-moi, je ne montrerai pas mon village du doigt gauche. C'est pas possible. Voilà, je serai toujours bien mise, bien parfumée, bien coiffée. Mais il va arriver un moment où à la maison, puisque je me dis que c'est mon milieu, c'est normal que je me retrouve. Aussi. Voilà, à un certain moment, effectivement, c'est un acquis. Il est normal qu'on puisse avoir quand même un comportement d'acquis. On est chez soi, c'est normal qu'on puisse avoir souvent un pagne, une culotte, une jupe, mais juste de choisir le moment où on doit avoir cela. C'est pas quand il y a des visiteurs, tu vas mettre le pagne. Mais si je suis dans ma chambre, que je suis seule, j'ai le droit d'attacher un bout de pagne. C'est normal. Maintenant, on ne va pas me reprocher cela. En fait, c'est tout un ensemble. Au début, on se vend bien et on achète bien. C'est de part et d'autre. Voilà. Madame s'habille toujours bien. Monsieur, il vient, il achète bien. Monsieur, il se comporte bien. Madame, elle conçoit bien. Mais à la longue, après, puisqu'on vient de diverses éducations, on vient de diverses familles, souvent de diverses religions, les choses vont commencer à se présenter. Maintenant, le plus important, c'est comment s'adapter à cette situation et non critiquer. Tu sais, Masseni, en fait, il arrive un certain moment dans le couple, il ne faudrait pas qu'on reproche tout l'un à l'autre. Et puis arriver qu'au moment où monsieur se marie avec vous, il est tout petit, après il prend du poids parce que tu penses le nourrir bien alors que peut-être tu l'as mal nourri, ou bien lui-même il ne se met pas au sport. Le signe extérieur de richesse. Voilà, Ça. mais il arrive que madame, après les maternités, elle a un certain poids, même quand elle essaie de perdre, elle n'arrive pas trop. Et à un certain moment, tu te disais, non, avant tu étais en petite culotte, c'est trop compliqué, parce que les enfants commencent à grandir, ils n'ont pas le droit de voir entre les cuisses de leur maman, elle commence à attacher son pagne, il va falloir qu'on lui reproche cela. Ah non. Et après, tu vois madame qui commence à penser qu'elle est victime du fait qu'il n'y a plus de flamme dans l'amour, parce que monsieur qui pense que le fait que madame est devenue comme ça, dans ce cas, moi, je dois forcément être dehors, ou bien il commence à avoir un autre plan, un autre film qu'il va vouloir présenter. En fait, le début du mariage ne peut pas être comme au milieu du mariage, comme à la fin du mariage. Donc, il y a des efforts à faire de façon constante. Absolument, de part et d'autre. Le mariage, même comme je l'ai dit, en fait, c'est un boulot qui ne s'arrête jamais. Comme l'entreprise pour gagner de l'argent. Oui, absolument, parce que, comme je l'ai dit, c'est comme une entreprise. Dès qu'on s'arrête, tout s'arrête. À chaque fois, on doit réfléchir qu'on a des salaires à payer, on a des impôts à payer, on doit prospérer, on doit chercher les clients. C'est du management en permanence. Il faut renouveler l'entreprise, il faut donner l'envie de vivre dans l'entreprise, il faut pouvoir trouver les personnes qu'il faut. Comme je l'ai dit, il est très important d'être une sécurité l'un pour l'autre, au lieu à chaque fois de se culpabiliser, de penser qu'on est victime du fait que l'autre n'a pas tenu sa promesse depuis le début. Le fait qu'il t'a marié, il a tenu sa promesse. Ça veut dire, coach, qu'il faut s'adapter en fonction de la personne qui est en face de nous. Vous avez dit, au début du mariage, c'est une personne qui est là. Au milieu du mariage, c'est une autre personne. Bien sûr. Donc, on s'adapte à la personne qui est en face de nous. Justement, rebondir sur ça, on dit souvent que lorsqu'on rentre dans le couple, on s'éduque mutuellement. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il est possible de changer une personne? Parce qu'il y a certaines personnes qui se marient en espérant changer une personne. Par exemple, la personne est addict à la cigarette, on se dit, bon, je vais l'épouser, ou c'est un infidèle chronique, mais on se dit, on va l'épouser, mais je vais le changer. Est-ce que cela est possible ou ça relève du domaine de la chimère? En fait, il faut que les femmes comprennent que un gros monsieur qui se présente devant toi, qui vient toi-même pour faire ta dot et qui te rappelle que désormais c'est à lui que tu appartiens, comment peux-tu prétendre changer ce dernier? C'est pas possible. Il a son éducation et à vouloir trop le changer, c'est que tue la flamme dans le foyer. On appelle ça un choc éducatif. Alors que dès le moment où il y a un choc éducatif dans une vie de couple, ça ne marche plus. Parce qu'à vouloir changer quelqu'un, il faut que tu aies une emprise sur cette personne. Et le mari s'est fait pour te respecter. Et si tu veux avoir une emprise sur lui, il commence à avoir un complexe d'infériorité et qui va commencer à tuer votre amour. Non, ce n'est pas possible. Et puis pourquoi ça va aller dans le couple? Non, on commence un couple avec ça va et ça doit continuer d'aller. Et non, ça va aller.
C'est pas possible. Tout à fait. Je suis complètement Donc, ça d'accord veut avec dire que, cela. coach, par rapport au changement, justement, on entend souvent dire qu'on ne peut pas changer quelqu'un tant que cette personne-là même ne veut pas changer. Bien si sûr. la personne a la volonté de changement, Voilà. vous pouvez peut-être l'accompagner. Voilà. Et aussi, j'ai une question qui va peut-être dans le même sens. On dit souvent que l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. C'est nous qui le rendons parfait à notre perfection, à ce qu'on veut. Est-ce que c'est la vérité? Il faut que les gens comprennent que c'est les yeux que celui qui t'a choisi, qui te regarde, qui décide de mettre dans ton subconscient si tu es parfait ou pas. Une épouse peut être parfaite pour son mari et être désagréable pour le voisinage. Tu comprends? Dès le moment où ton comportement commence à attirer les yeux, le nez, la bouche de ton époux, bien évidemment, ton comportement va s'asseoir dans son cœur. Tu es parfait Et si ton pour lui. comportement est dans son cœur, si tu es la pire des voleuses, tu es la meilleure. En fait, c'est le reflet que tu donnes à celui qui t'a choisi. Voilà, qui fait de toi une personne parfaite. l'amour, en fait. Justement, vous comprenez? Vous allez voir une femme, tout le monde la regarde, on dit qu'elle est laide alors qu'elle n'a plus de vilaine femme. Mais celle-là, elle fait comment? Mais il se trouve que dans sa vie de tous les jours, elle a un comportement aimant qui amène à son mari à ne plus se passer d'elle. Et du coup, elle est la femme la plus parfaite, la plus belle, la plus honorée. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu vois une fille très belle, quand tout le monde la regarde, il dit waouh. Et son mari trouve que, c'est-à-dire quand il rentre, il ne veut même pas la regarder. Ses yeux même refusent de croire qu'elle est jolie. Et quand quelqu'un lui dit elle est jolie, il fait ça, jolie. En fait, c'est ça. Il la regarde avec les yeux du cœur. Mais justement parce qu'elle a un comportement qui dérange son mental. Elle a un comportement qui dérange sa spiritualité. Elle a un comportement qui dérange son physique. Donc, du coup, tu n'es plus belle femme. C'est le reflet qu'on donne à celui qui t'a choisi, qui fait de toi une femme aimante, une femme parfaite. Il faut vraiment travailler sur sa personne pour plaire. Absolument. Continuer Connaître de les attentes plaire aussi à du son conjoint, savoir ce que le conjoint Merci veut. Masseni. Il faut que les femmes comprennent que, au lieu de chercher l'homme parfait, elles doivent toujours s'auto-discipliner à être une personne parfaite. Dès le moment où tu as un comportement adéquat, il n'y a rien à faire. Tu as ton fusil pour gagner ta bataille d'amour. La bataille d'amour, le terrain de jeu, Ouais. l'entreprise. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose. C'est que quand on dit très souvent qu'il faut se parfaire pour l'autre, je pense que ça doit être réciproque. Parce qu'on a beau avoir tous les bons comportements, comme vous l'avez dit, la personne nous voit avec les yeux du cœur. Donc, généralement, quel que soit ce qu'on fait, je pense qu'on ne peut pas retenir quelqu'un si la personne lui-même ne décide pas de vous aimer et décide de rester. Voilà, souvent on fait des efforts, mais ça ne marche pas. Voilà, il ne faudrait pas dire oui, si Effectivement, tu as un Sylvie. bon comportement, si tu Oui. fais comme ça, si tu te sacrifies, si tu donnes tout. Absolument. Finalement, parfois tu fais tout ça, mais ça ne vient pas quand même en fait. D'accord, Sylvie. Et dans ces cas-là, comment on fait? En fait, Sibi, on ne vit jamais selon quelqu'un. Effectivement. On ne vit jamais selon quelqu'un. On ne C'est à s'autodiscipline ce pas dans point la que je bonté voulais selon venir. quelqu'un. Et je dis aux femmes, si un homme a envie de partir, il partira. Pas. Quel que soit S'il a votre envie de beauté, votre rester, comportement. il va rester. C'est à ça que je Mais voulais chaque venir. jour que Dieu fait, il faut te parfaire de telle sorte que le jour où tu t'assois, si c'est un échec, que ce ne soit pas toi la source de l'échec. Faut être sûr qu'on a mis C'est toutes les très choses de son important. côté. Oui, On a fait tout ce qu'il fallait pour ne Absolument. pas avoir de regrets. En fait, j'ai toujours dit qu'on finit une mission que... C'est-à-dire que quand on pense une mission, on ne s'arrête pas quand on est fatigué. On s'arrête à une mission quand on a fini. On a accompli, oui. Quand tu finis d'accomplir ta mission et que celui qui est en face de toi ne mérite pas la femme complète que tu es, c'est bien évidemment quand tu t'assois. Voilà pourquoi je dis aux femmes, moi mon combat aujourd'hui c'est de minimiser les divorces. Je vous le dis, sur 100 couples, il y a 80 couples qui ne marchent pas. Les 10 couples, c'est ceux qui font les concessions. Mon combat aujourd'hui, c'est d'amener les couples à se réveiller, à comprendre qu'ils s'aiment mais qu'ils ignorent. Mais quand ça ne marche pas, en fait, j'ai toujours dit aux gens, on ne peut pas savoir quelle est la personne parfaite pour soi, mais on peut orienter ses choix. C'est ce qui permettra de tenir la flamme. Dès que tu orientes tes choix, que tu es une personne équilibrée, que tu as confiance en toi, que tu es sereine, tu assumes ton choix. Et dès le moment où tu assumes ton choix, tu te battras
pour sauvegarder assumer ce choix. son choix et bien choisir son conjoint également. Il faut orienter son choix. Bien dans la choisir vie. son conjoint Voilà. parce que si vous êtes une carriériste, vous avez l'ambition de faire une longue carrière dans un secteur donné et que vous épousez un homme qui, lui, voudrait avoir une femme au foyer, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait épouser un homme qui épouse ses convictions et sinon, on ne pourra pas le changer, n'est-ce pas, Monju, comme l'a dit coach. Il faut en Mais je parler pense déjà aussi- dès le départ Voilà. pour Et ne sans pas peur avoir de là-dessus. mauvaises surprises Exactement. après. Parce que je prends un exemple, il y a souvent des hommes qui vont par exemple vers des sœurs qui sont à l'université, qui sont en train de construire une carrière, mais qui ont l'arrière-pensée en fait de te rétrograder plus tard. Donc là, il faut vraiment discuter là-dessus et savoir ce qu'on peut faire comme concession ou pas. Voilà telle chose, je ne fais pas de concession sur ça. Et si la personne en face de toi est d'accord avec ça, vous décidez de marcher ensemble. Merci beaucoup, Jenny. Vous suivez l'émission Muslima et si vous venez de nous prendre en marche, vous tombez juste à temps pour la rubrique littéraire et c'est avec Monju Touré. Alors Monju, quel est le livre que tu nous proposes aujourd'hui? Masseni, aujourd'hui nous allons parler développement personnel. D'accord. Si l'on devait comparer le développement personnel à une course, ce livre en serait le starting block. Le petit éloge de la responsabilité, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il a été coécrit par Sophie Chiche et Marc Samuel et édité aux éditions Nouveaux Horizons. Ce livre est un appel à l'action et à la prise de conscience de son why, de son pourquoi. L'écriture de ce livre a été suscitée par la rencontre entre Sophie Chiche et le pensionnaire d'une maison de retraite qui, au soir de sa vie, réalise qu'il a subi la vie plutôt que de la vivre pleinement. Alors, la question que s'est posée Sophie Chiche et à laquelle elle aide à répondre à travers ce livre est la suivante. Si vous devez quitter ce monde aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous y avez accompli? Si la réponse est non, ce livre va vous intéresser. L'idée pour ces deux diplômés en psychologie était d'écrire un livre manuel qui servirait de guide pour toute personne désirant vivre une vie choisie, désirant être acteur de sa propre vie en réalisant sa mission de vie ou tout autre objectif dans quelque domaine que ce soit. Lorsque vous êtes en face d'une situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, quelle est votre réaction? Choisissez-vous de la subir en empruntant la boucle vicieuse de la victimisation ou alors choisissez-vous le cercle vertueux de la responsabilité en vous retroussant les manches et en allant réaliser vos rêves? Ce livre est un genre de catalyseur qui vous pousse à muscler votre courage et à aller réaliser vos rêves. Il enseigne sur la prise de décision, sur l'aptitude à garder le cap sur ses objectifs, sur le plan de développement personnel, sur la réalisation d'une introspection réussie, mais aussi sur la nécessité de faire appel à de l'aide extérieure, notamment un mentor. Je vous conseille vivement ce livre. Il est passionnant, il est percutant et il est pertinent. Je l'ai aimé et vous allez forcément l'adorer. Merci beaucoup, Monju. Tu l'as aimé, tu l'as surtout utilisé. Ça se voit que tu utilises souvent. Je l'ai même abîmé Tu l'as vécu. parce que c'est un peu Oui. comme un gouvernail. Non, mais ça montre que... À chaque fois, je reviens Oui. vers ce livre-là pour me dire, mais attention, est-ce que Ça montre que est-ce tu que je utilises suis dans la bonne Tu as boucle? parlé de manuel. C'est ça. Ça montre que tu l'utilises effectivement et je conseille vivement à toutes celles qui regardent ce livre, cette émission, de se procurer ce petit éloge de la responsabilité parce que ça vous fait vous découvrir vous-même. Je vais pas être je vais pas faire écho à ce que Monju a dit, mais en tout cas Non, mais vas-y. c'est un livre vraiment que je vous conseille et je voyais même coach acquiescer quand Monju parlait. Je crois qu'elle s'est retrouvée dans ce que moi, Monju a mon dit. problème, c'est pas de lire ce livre. Je veux que Monju, parce que c'est elle qui va me coacher maintenant. Oui, ah C'est ce qu'il y a dans le oui, livre, Monju va parce que- coacher la Voilà, coach. c'est hein. qu'elle- Très souvent, ce qui est écrit dans le livre, parce qu'il y a l'écriture, il y a comment on aimait, comment on conçoit. Mais apparemment, Monju, tu aurais été une bonne commerciale quand même pour la Ah oui. Et ça aurait marché. Voilà. Et moi-même, je vais m'en procurer. C'est un livre vraiment qui te prend au trip. Ouais. Et c'est un livre qui va tendance à être une référence pour vous. Vous allez revenir très souvent sur ce livre pour dire attention, dans quelle boucle est-ce que je suis? Est-ce que je suis en train d'entrer dans la victimisation? Est-ce que je suis dans la boucle de la responsabilité? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Et vraiment, il y a plein de questions. Et surtout, lorsqu'on veut faire, par exemple, l'introspection, on va revenir voir comment est-ce que... C'est vraiment une mine d'or
Et pour je vous le revenir à ce que recommande. Mondjou dit, à la fin de chaque chapitre, il y a des petits questionnaires comme Tout à ça fait. qu'on vous pose pour voir si vous avez déjà bien compris ce que vous avez lu et comment est-ce que dans la vie de tous les jours, comme disait Coach Mada, comment est-ce qu'on va appliquer à notre vie Tout à fait. ce qu'on a lu et vraiment, et surtout peut-être que ça peut être appliqué dans le cas du mariage. Tout Coach à Mada fait, Sangaré. tout à fait. On a parlé tout à l'heure de est-ce que les femmes ce qui est dommage, c'est que les femmes sont lisent des plus. victimes. Exactement. C'est ça. Et même, Non, mais moi, je j'allais en pense qu'on venir. commence à lire de plus en plus. Hein. D'accord. Justement, nouvelle on va génération encourager de femmes, les voilà. sœurs qui nous Génération. regardent à se remettre à la lecture pour celles qui n'ont pas le temps, qui C'est se ça. trouvent des excuses. En tout cas, voici un livre. Je pense qu'au cours d'une de nos émissions, Inch'Allah, on aura peut-être des petits tips comme ça pour comment Il y se a la remettre à la lecture, lecture. Masseni, il y a Oui. la compréhension de ce qu'on lit. Tout à fait. Je crois que Et l'application. il serait intéressant que Mondjou pense quand même à réunir un groupe de jeunes filles qui vont se procurer ce livre, après lecture, les accompagner dans la meilleure compréhension. Mondjou, tu as une mission. Quand Ah coach vient de te C'est confier, avec oui, plaisir que je vais la tu as la confier. mission de Quand on a coacher. une certaine connaissance qu'on meurt avec, c'est un crime. Oui, tout à Contre fait. l'humanité. Oui, moi je suis complètement dans la transmission D'accord. et autant que faire se peut, même organiser cette transmission-là. Voilà. Donc, vous êtes prise et pris à témoin, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Mondjou Touré va se faire fort de réunir un groupe de personnes, un groupe de sœurs qui vont lire le livre et essayer de mettre en application ce qu'elles auront appris. Et puis, elles vont rendre compte à Coach Mada Sangaré. Et je voudrais même justement, on était en train de parler de management. Coach a assimilé le mariage à une entreprise dans laquelle il faut avoir des compétences en management. Absolument. Donc je disais, est-ce que les femmes sont assez préparées? Ou même les hommes, est-ce qu'on a assez de compétences en management pour bien gérer un foyer? C'est vrai que selon notre éducation traditionnelle, en réalité, ce n'est pas formalisé. Donc les moments qu'elle nous transmettait les valeurs, elle ne savait pas peut-être si c'était du management, mais peut-être qu'elle nous apportait des choses. Comment est-ce qu'on évalue cela? Effectivement, comme je le dis, tu te mets un manager dès la naissance. Dès qu'on te met au monde, ton premier cri, c'est déjà manager. Parce que Dieu est le meilleur architecte qu'on puisse avoir. Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a conçu l'humain, la différence entre l'humain et l'animal, c'est l'intelligence. Il ne peut être manager qu'une personne intelligente. Nous sommes nés tous intelligents. Mais à un certain moment, il faut découvrir sa valeur et son potentiel pour pouvoir accompagner une situation bien donnée. Et surtout du côté de la femme, moi je dis, la femme est 10 fois plus manager qu'un homme. 10 fois plus, c'est ça? Oui, la femme Ok. est 10 fois plus manager qu'un homme. D'accord. C'est la femme, tu peux l'envoyer aller chercher un tigre en brousse, elle vient le mettre dans la cage, elle fait même la clé de sa poche. Ça, C'est Coach la- Mada qui le dit. Oui, ça c'est la femme. Souvent les gens ont l'impression que j'ai une phrase que je dis souvent, les gens pensent que c'est une injure. Je dis que la femme la plus idiote, c'est l'homme le plus intelligent. Quand vous regardez dans une vue de couple, de matin jusqu'au soir, regardez seulement une femme dans le foyer, Tout ce qu'elle fait. dans sa vue de couple. C'est la femme qui fait la sauce sans rien mesurer et c'est net, ça passe bien. C'est la femme qui a cette possibilité de nettoyer 16 chambres en une journée et tout est bien fait. C'est la femme qui a cette possibilité, mon Dieu, d'harmoniser les couleurs comme ça. À un certain moment, quand tu n'accompagnes pas l'homme à faire cela, sauf s'il a eu une éducation clean de la part de ses parents, sinon un homme qui a été éduqué comme ça parce qu'il est homme, c'est difficile. Où sont mes chaussettes? Voilà, merci. Voilà un peu ce qui se passe. C'est lui-là qui va se trouver en train d'aller chercher une veste jaune et mettre une chemise violette en bas. C'est cette femme qui a cette possibilité de lui dire non, ça ne passe pas. C'est comme. En fait, la femme est déjà manager et même très bon manager. On le réalise pas. Mais son problème, c'est qu'elle-même, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ta chronique, c'est de savoir son potentiel. Elle n'est pas consciente de son potentiel. Absolument. Quand tu es conscient de ton potentiel, quand tu connais ta valeur, tu peux plus les mettre. Quand tu ne sais pas, il y a des femmes qui ont tout en elles, mais qui ne le savent même pas. Ouais. Voilà pourquoi des personnes comme vous, c'est bienvenu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez compris tout à l'heure, je suis la présidente de la génération innovante pour le leadership du genre. Je suis en train d'amener la jeune fille et le jeune garçon à des stands assez hauts. Parce que dès le moment, tu es leader et que celui qui est à côté de toi n'est pas un leader, vous ne vous tirez pas le bas. Ouais. C'est ça qui est un problème. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour dire que le management, comme on le voit en entreprise, c'est ce qu'on appelle l'éducation dans la vie de l'homme.
aujourd'hui le défaut. Nous, cette génération que nous avons été peut-être sacrifiés parce que nos parents pensaient que tout était tabou. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient abordées. La chose qu'on nous rappelait, il fallait garder sa virginité au mariage. C'est tout ce qu'on nous rappelait. Il fallait savoir préparer, il fallait savoir faire la lessive. Mais on ne nous apprenait pas les vrais b.a.-ba, qui est la concession, qui est la meilleure gestion de notre vie de couple, aujourd'hui qui tue le fantasme, qui tue un peu tout ce qui est flamme dans notre vie de couple. Vous comprenez? Maintenant, c'est vous, la nouvelle génération, qui sommes censés avoir des filles avec un level de management. On a pris le flambeau. On a une responsabilité. Il faut que vous récupérez ce flambeau pour changer les donnes. Il faut que ce soit cette épouse qui n'a pas honte de son mari. Quand tu as honte de ton époux, celles qui n'ont pas honte vont le récupérer. Prendront, voilà, la jeunesse après, même avant toi, même pas après toi. Vous comprenez? Le plus important n'est pas de donner à manger seulement à son mari ou d'avoir une vie intime avec ce dernier. Toutes les femmes savent faire ça. Il faut l'accompagner aussi. Compagne de vie, compagne de route. Arrondis les 4 angles autour de son homme. Ne le fait pas la femme qu'il veut. Ça s'apprend avec la manière, le tact. C'est juste la façon qu'on appelle le management. Et cette façon, c'est depuis l'éducation de la jeune fille. L'éducation de la jeune fille, en tout cas, coach Madame Sangaré. Et même le jeune garçon. Ah oui, c'est important. Voilà, parce que si un jeune garçon a l'habitude de voir son père tabasser sa mère, c'est un violent homme. Si le jeune garçon voit son père en train avec une certaine arrogance dans la maison, et en train de fumer au salon comme il veut, aucun respect pour les gens, pense qu'il peut humilier sa maman comme elle veut. Souvent, le petit garçon est obligé de venir se mettre entre lui et sa mère parce que son père a la chicotte. Il va reproduire. C'est reflet, totalement. C'est le plus mauvais manager qu'on puisse avoir dans la vie de couple. Parce qu'à chaque instant, il faut qu'il rappelle que c'est lui l'homme, parce que son père lui a tout simplement donné cette vision-là, que être homme, c'est être violent, c'est être arrogant, c'est être nul. En fait, c'est ça. Il faut éduquer le genre. Que les mamans aussi éduquent leurs enfants, que les mamans disent aussi à leurs petits garçons, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Parce que les mamans savent ce dont elles ont besoin en tant que femmes, donc elles peuvent dire à leurs petits garçons, tu sais, quand tu seras avec ton épouse, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Avant que Jenny ne pose sa question, moi je ne voudrais pas oublier la mienne, je voudrais qu'on aborde un aspect du couple qui est le couple parent. Parce qu'on constate aussi que cette flamme-là se perd quand on commence à avoir des enfants. On ne fait plus d'efforts sur soi, on reproche surtout aux femmes de se délaisser, de ne plus s'entretenir quand elles commencent à avoir 1, 2 enfants. Donc comment est-ce que, c'est vrai, on a à cœur l'éducation des enfants en tant que couple, en tant que famille, mais comment est-ce qu'on dissocie le couple si je peux m'exprimer ainsi, et le couple parent, pour justement maintenir cette flamme-là, en n'occultant pas le fait que les enfants sont là et qu'ils ont des besoins aussi, et que nous, en tant que parents, on doit les accompagner dans cette vie. C'est ça. En fait, l'éducation de l'enfant commence même d'abord. C'est-à-dire que la meilleure éducation de l'enfant, c'est quand il y a plus de flammes dans la vie de couple qui fait l'éducation de l'enfant. Vous voyez, quand papa commence à rentrer et il trouve maman propre, bien parfumée, il vient, il lui fait un bisou. Et maman qui prend le sac de l'enfant n'a pas besoin de dire à son fils qu'il faut respecter sa femme. Quand on vient, on fait un bisou à sa femme, on la respecte. On n'a pas besoin de dire à la jeune fille que quand ton mari arrive, il faut que ses yeux brillent parce qu'il doit te trouver dans les meilleures conditions. C'est ça en fait. Donc maintenir la flamme dans le couple, comme on le dit, c'est pas être une femme perverse, vicieuse, non. C'est éduquer déjà ta jeune fille à bien prendre son mari. Et le mari, en sortant, qui ne dit pas « j'arrive hein. ». On ne sait pas si c'est à son placard, à son truc dont il parle, au petit garçon. Parce que c'est ça. Parce que pour lui, le matin, trouver sa femme, la chatouiller un peu, lui faire un bisou sur le front ou sur la bouche, pour dire « ben voilà mon cœur, je sors là, je vais faire tant, je reviens tout à l'heure ». En fait, on éduque les enfants déjà à la vie de couple où on doit se dire tout. Ou quand madame sort, monsieur sait où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle fait. Quand monsieur sort, madame sait où est-ce qu'elle va. Ou bien je reviendrai à telle heure. Ben chérie, aujourd'hui midi, je ne vais pas manger à table avec vous. Ne m'attendez pas pour manger. Ne m'attendez pas pour que le petit garçon déjà comprenne qu'il faut respecter sa femme. Ta famille doit connaître ton programme de telle sorte que même quand il y a un problème en vie, non, mon mari n'a pas l'habitude de faire ça. Vous comprenez? Et que la maman, au moment où le papa est en train de prendre sa douche, avant qu'il ne sorte, elle a déjà bien mis les habits que papa doit porter. Et quand la petite fille rentre pour dire, maman, tu fais quoi? Non, je suis en train de dresser les tenues que papa doit porter automatiquement. Ça, toi, tu aimes ton mari là. C'est ça les potes aujourd'hui. En fait, la petite apprend déjà qu'elle doit prendre soin de son mari.
Voilà, elle doit faire de telle sorte qu'à un certain moment, son mari n'arrive même plus à lasser ses chaussures sans elle. Vous comprenez? Sans ce moment, on dira non, elle voit tous les grands marabouts, parce que tout simplement, il le mange dans la main parce qu'elle a une femme aimante, elle est là. Et le fait qu'à un certain moment, les enfants savent que nos parents sont dans la chambre, on ne doit pas les déranger. Quand ils font la sieste, on ne doit pas les réveiller. Ah non, c'est pas que les enfants sauront que vous êtes en train de faire quelque chose. Les enfants même, ils savent que c'est à partir de quelque chose qu'ils ont été là. La petite fille saura qu'à un certain moment, il faut être disponible pour son mari. Vous comprenez? En fait, c'est cette flamme-là, en allumant cette flamme dans la vie de couple, permet en même temps d'éduquer les enfants que nous avons. Donc on maintient la flamme à tous les niveaux. À tous les niveaux, absolument. L'homme comme la femme. Parce qu'à un certain moment, on commence à demander trop à la femme. C'est elle qui doit être belle, c'est elle qui doit être bien mise, c'est elle qui doit avoir des sous-corps chers, c'est elle qui doit mettre des parfums, ceci, cela. Donc ça veut dire qu'on fait reposer. Donc, Voilà. est-ce que c'était la question de Jenny? Bon, Jenny, vas-y, pose ta question. Pose ta question. Voilà, pose ta question. Non, pose ta question. On va la laisser poser sa question. Pose ta question. Ok, donc voilà, c'est là que je voulais en venir en fait, parce que depuis là, on parlait de ce que la femme doit faire, de ce que la femme donne, de toutes ces dispositions que la femme doit prendre et tout. Et donc de ce côté-là, moi je voulais savoir, vu que vous éduquez les deux genres, les hommes et les femmes d'un côté. Les femmes, elles essaient de se rendre sexy, de se rendre belles, d'être disponibles pour monsieur et tout. Et je voudrais savoir qu'est-ce que l'homme fait pour raviver la flamme, parce qu'apparemment 80% de la flamme est donnée à la femme en fait. Et ravivée par la femme. Voilà, comme je veux dire, c'est une responsabilité qui est donnée à la femme. Bien sûr, et puis donc c'est qu'est-ce trop, que... d'ailleurs. C'est trop pour elle souvent. Donc il faut que, je pense que les efforts doivent venir des deux côtés. Et donc ce sont des petits exemples en fait que je demande. Juste des exemples. Des petits exemples que papa peut faire, des petits exemples que monsieur peut faire. Je vous explique par exemple. Un homme qui est tout le temps en train de passer sa main dans sa bibliothèque, il voit la poussière, mais il ne se plaint jamais. Il va y trouver un torchon, il nettoie, il met tout à sa place, tout est en ordre. Ça, il rappelle à madame qu'elle est contrainte d'être propre et ordonnée. Vous comprenez? Mais monsieur qui rentre, il voit les sous-corps de madame trempés. Au lieu de laver pour lui, c'est pour madame qui lave, qu'il sèche. Pour lui dire quoi? Toi et moi, ça fait un. En fait, c'est de l'assurance qu'il lui donne à chaque instant. Et monsieur, quand il est assis, il regarde sa femme qui dit, tu sais que tu es très belle. Toutes ces années, ça n'a rien changé en toi. Pourtant, toi-même, tu sais que ton ventre est sur ton pied. En fait, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile lorsqu'une femme n'a pas d'assurance. Et la meilleure manière d'avoir l'assurance, c'est quand l'homme lui rappelle cela. Quand tu t'habilles, mais tu es tellement belle. Et puis le mot je t'aime, d'autres sont très avares en je t'aime. Et je ne sais pas pourquoi. C'est lourd, c'est lourd. C'est une question d'éducation. Oui. C'est une question d'abord d'éducation et puis très souvent de complexe. De complexe. Vous comprenez? Il y a des hommes qui se réveillent le matin avant de sortir du lit, il va faire un câlin à sa femme. Tu sais que je t'aime mon cœur. Mais cette journée, c'est gagné pour elle. Mais qu'est-ce qu'on ne va pas préparer pour garder sur la table? Tout. Même si tu n'as pas laissé l'argent de la popote, là, ça va. En fait, la femme, elle n'a pas besoin de C'est ça, elle n'a pas besoin de grand C'est tout. D'être rassurée. Et à chaque fois que tu passes, il te dit, mais attends, ton nouveau parfum, c'est pas mal. Hein? Mais j'adore. Donne-moi le nom. Et que le lendemain, lui-même, il revienne avec ce parfum. C'est pour dire que tous les jours, tu dois éviter d'avoir l'odeur de sueur. L'odeur d'adjuvant, là. Oui, on peut formater son partenaire sans lui dire tu es comme ça, il faut que tu changes. Non, de par son comportement. Tout se fait par les actes. Voilà, comme Merci elle beaucoup. Et il y a un mot super important aussi en plus de je t'aime que je voulais ajouter, le mot merci. Le mot merci. Alors, Les femmes font tellement et on oublie. il faut leur dire merci, mais on va te dire merci tout à l'heure parce que c'est l'heure de ta rubrique. Ah, Jenny. D'accord. Comme annoncé, nous retrouvons Jenny Sibi pour la rubrique Astuces. Alors Jenny, qu'est-ce qu'on va apprendre avec toi aujourd'hui? Alors, mon astuce du jour va dans le sens de notre thème d'aujourd'hui. Comme Tata l'a dit tout à l'heure, souvent tu es là, tu sais que ton ventre est sur tes pieds. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour perdre du ventre. Voilà. Alors, j'ai appris en fait récemment que le ventre est considéré comme étant le deuxième cerveau. Parce qu'il accumule très souvent le stress et l'anxiété. Et tout ça a tendance à nous ballonner. Donc, en plus de la maternité, tout ça, si vous avez un petit bidon dont vous avez du mal à vous débarrasser, je vais vous donner 5
petites astuces aujourd'hui. Alors, la première astuce, c'est de consommer des acides gras. Privilégiez le poisson, les noix et les légumes cuits à la vapeur. Légumes à volonté. Voilà. Et aussi, boire beaucoup d'eau. Il est très important de s'hydrater au maximum. Normalement, on est censé boire 3 litres d'eau par jour. Et pour pouvoir perdre du ventre, il faut essayer de boire un peu plus. C'est vrai qu'on va faire beaucoup d'allers-retours aux toilettes, mais ça diminue. Et troisième position, pas des moindres, faire des massages de ventre réguliers. Alors, on n'est pas forcément obligé d'aller en institut pour faire des massages spécialisés. On peut soi-même se faire masser le ventre à la maison, peut-être avec du beurre de karité ou avec une petite huile de massage. Il faut masser le ventre, ça soulage les tensions dans le ventre, ça relâche les muscles et au fur et à mesure, ça va affiner le ventre. Donc, peut-être même juste après votre bain, vous prenez 5 minutes pour vous masser le ventre. Ça va vous faire beaucoup de bien. En quatrième position, il faut faire la planche. La planche, c'est une sorte de sport, un peu comme les pompes, mais sauf qu'on ne se lève pas. On se pose sur les coudes, on surélève le corps entièrement, de sorte à exercer une pression sur le ventre. C'est comme des abdos, mais sans bouger. Voilà, le gainage, c'est ça. Donc, normalement, 2 minutes de planche par jour, ça suffit à perdre du ventre. 2 minutes de planche par jour. Au bout de 2 semaines, vous verrez une très grande différence. Et ça, je l'ai essayé juste après mon accouchement. Et je pense que ça se voit pas que j'ai 2 bébés par césarienne, là, ça se voit pas. Voilà, donc je fais la planche à la maison régulièrement et je vous le conseille. Ensuite, prendre des épices en infusion. On a tendance à acheter des thés amincissants partout. Hors de prix souvent. Hors de prix, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est un peu compliqué et tout. Donc à la maison, si vous avez des épices comme du gingembre, du poivre africain, du curcuma, du safran peut-être. La cannelle. Voilà, la cannelle aussi. Pas besoin d'utiliser tout, hein. Une seule épice suffit. Vous prenez un peu de poudre de gingembre que vous allez mettre dans de l'eau chaude, infusez ça et boire. Surtout les soirs avant de dormir. Ça vous permet de digérer, de vous relaxer, d'éviter les ballonnements et tout. Donc, si vous faites ces 5 choses-là, je pense que vous serez beaucoup plus sexy dans les nuisettes pour tonton. Et ça va aller. Merci beaucoup à Jenny. En tout cas, on aimerait bien que vous nous donniez, vous nous fassiez des retours si vous avez essayé les astuces de Jenny ou bien si vous avez lu le livre Le Petit Éloge de la responsabilité présenté tout à l'heure par Monjou Touré. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux, comme ça on saura si ça marche ou pas. Si ça marche ou pas. Alors, coach Mada Sangar, je me tourne vers vous parce que malheureusement, nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. D'accord. À la suite des astuces de Jenny, on va vous demander en mot de fin les astuces pour maintenir la flamme dans les couples. Ah oui, comme Jenny l'a dit tout à l'heure, en fait, elle vient de nous rappeler qu'il faut manger sain et puis bouger un peu. C'est pas quand on finit de manger sa sauce graine, on est assis comme ça, on se lève les pieds. Voilà. Et puis, voilà, on pense que tout est gagné parce qu'on a une grosse maison, ça a dormi. C'est un peu compliqué parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme, il ne travaille pas trop avec les oreilles, l'homme travaille plus avec la bouche. L'homme, c'est les yeux. Que ceux qui ont compris comprennent. Voilà. En fait, l'homme, c'est pas, même pas la bouche, c'est plus les yeux. Les femmes, c'est les oreilles. Le Congo, ça, elles aiment écouter. Mais l'homme, c'est ce qu'il voit. Il faut être sûr que ton mari, chaque jour que Dieu fait, quand tu te sors du lit et que tu marches nu pour aller dans la douche, il te regarde. Ce qui n'est pas bon, il te dira pas s'il est trop poli. Mais c'est gênant. Qu'on le veuille ou pas, à un certain moment, ça devient gênant. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'intimité du couple n'est faite que lorsqu'on se sent bien avec le partenaire d'en face. Si tu dois être avec un homme qui a un gros ventre comme ça, au lieu, comme on le dit, de te mettre bien, il t'étouffe, c'est compliqué. Et si tu as une femme qui est un peu trop débordante, au moment où tu penses que tu dois te mettre à l'aise avec elle, mais tu as l'impression que tu l'étouffes aussi, donc du coup ça devient gênant. Qu'on le veuille ou pas, hein, c'est ce qui nous unit. C'est la seule chose où Dieu a dit, mariez-vous d'abord avant de faire ça. Sinon, il n'a pas dit non, avant de vous asseoir dans la voiture, de marcher dans la rue, il faut que vous soyez ensemble. Il dit, mariez-vous d'abord avant de faire ça.
Vous comprenez? Donc, si on est marié, ça fait partie des priorités du couple. Donc, il faut faire un effort pour ne pas se retrouver avec ce ventre-là qui peut vraiment déranger monsieur. Ou quand tu as une nuisette, on a l'impression que tu n'as rien porté parce que le ventre ferme tout. C'est un peu plus compliqué. Donc, pour le mot de fin, pour dire que la vie du couple, c'est un combat de tous les jours. Voilà. Il faut comprendre que ce n'est pas ce qu'on s'est dit au début. On finira avec. Non, comme je l'ai dit, la vie de couple, c'est un jeu d'intérêt purement simple, mais très positif et spirituel. Parce que la vie de couple est d'ordre d'abord spirituel. Vous comprenez? Et on ne peut se sentir bien dans une vie de couple lorsque spirituellement, on a un quota, l'un et l'autre. Parce qu'arrivé à un certain moment, quand ça ne marche plus, c'est le fait d'avoir de la pitié l'un pour l'autre qui nous maintient et qui nous permet d'avoir encore un autre pan. Le sexe, il finit par s'arrêter. Quel que soit l'effort que tu fais dans le couple, on te dira c'est normal, c'est ton rôle. Mais il faut être une solution dans ta vie de couple. Il faut être cette femme dont tu sais que ton mari peut compter sur toi. Le plus important, ce n'est pas de vivre le sexe. Ah non, tant que ton mari sait que tu as une solution, tant que ton mari saura que tu es cette femme-là sur qui il peut compter spirituellement, physiquement et moralement, bien évidemment, il va te désirer à chaque instant. Et s'il te désire, le cerveau va s'oxygéner. Et si le cerveau... Et il va se mettre bien. Et si le cerveau s'oxygène, forcément, il sera bien. On se met bien. Merci beaucoup, coach Mala Sangaré. C'est sur ces conseils très avisés que nous allons vous dire merci. Je rappelle que vous êtes chef et manager d'entreprise, coach de vie, coach matrimonial, présidente de la génération innovante pour le leadership du genre et de l'entrepreneuriat. Merci d'avoir été sur ce plateau de Moussima pour ce premier numéro. Merci à Djene Sibé et à Mondjou Touré Fofana qui m'ont accompagné durant cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.